et je souhaite vraiment que la prochaine élection porte sur les grands défis qu'on a au Québec et non sur une simple volonté de changement. Je vois bien qu'actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent d'abord du changement, puis entre autres, un changement de premier ministre. François Legault et le constat qui l'a mené à prendre la décision de démissionner de son poste de premier ministre et de quitter la tête de la coalition Avenir Québec. La course à sa succession est lancée à 10 mois de la campagne électorale au Québec. Qu'est-ce que ça aura comme impact maintenant sur l'échiquier politique québécois? Alex, Chantal, Michel, bonjour. Bon retour. Bonjour. Bonne année 2026. Je pense qu'on peut encore se dire ça à ce stade-ci. Hein? Peut-être. Content de vous revoir. Alex, je commence avec vous. Avant Noël, on en a parlé de M. Legault. Je sais il a fait une série d'entrevues. Puis il était convaincant et convaincu qu'il allait rester. Est-ce qu'on y a cru? Est-ce que là, on comprend que la réflexion avait commencé. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, vous? Bien, ça me dit qu'un premier ministre en fonction ne peut jamais dire qu'il est en réflexion sur son avenir, parce qu'automatiquement, c'est terminé. Alors, il devait être convaincu et convaincant, et il l'a été. On était plusieurs, je pense, à se dire, bon, bien, peut-être qu'il a décidé finalement d'aller en élection, malgré son impopularité, de vivre avec les conséquences. Il n'aurait pas été le premier. Ouais. C'est plutôt la norme. Hein? Les chefs vont généralement se faire battre en élection. Sont assez rares, les premiers ministres qui décident de démissionner en fonction. Donc, c'était tout à fait plausible qu'ils se rendent jusqu'au bout. En même temps, on regardait le premier sondage post-temps des fêtes, là, puis on se disait, ouf, je ne sais pas comment il va défendre ça. Là. 11 dans les intentions de vote, 3 Québécois sur 4 qui ont une opinion défavorable de lui. T'as beau vouloir t'accrocher, on se garantissait encore là, un début de session difficile. Alors, sa réflexion, je pense, là, qui s'est accélérée dans le temps des fêtes, était due pour être annoncée plus tôt que tard. Alors, est-ce que le moment nous a surpris? Probablement un peu. C'est toujours surprenant quand un premier ministre quitte. Est-ce que la raison nous a surpris? On regarde les chiffres puis on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il a pris la bonne décision pour donner une chance, aussi minime soit-elle, donner une chance à son parti et à son mouvement de peut-être survivre et se donner de meilleures chances l'automne prochain. Ouais. Chantal puis Michel ensuite. Chantal, est-ce que ça donne une chance à la CAQ? Probablement. C'est difficile de faire pire que 11 Même Brian Mulroney a laissé un parti en meilleur état à Kim Campbell que celui dans lequel il était une fois que la campagne a été terminée. Cela dit, très franchement, François Legault n'est pas le premier ministre qui démissionne une fois qu'il voit le mur électoral de proche. Pierre Trudeau a fait la même chose. Brian Mulroney a fait la même chose. Justin Trudeau a fait la même chose. Et dans tous les cas, ces gens-là se sont rendus au bout de l'exercice qui consistait à dire « je suis encore capable de faire bouger l'aiguille ». Dans les faits, Monsieur Legault donne plus de temps que les 3 personnages que je viens de nommer ont laissé à leurs successeurs. Alors, est-ce que ça va changer? Ça rebrasse les cartes, ça fait pas de doute. La question, c'est comment on va gérer cette course au leadership. Première question, est-ce que la CAQ est capable de rester unie? Est-ce que la coalition va tenir sans son fondateur? Et deuxième question, est-ce que pendant ce temps-là, le gouvernement peut s'empêcher de rester sur une lancée qui, sur bien des fronts, fonctionne pas bien aux yeux d'une majorité de Québécois? Ou est-ce que M. Legault est capable de se mettre en réserve de la nation, proroger l'Assemblée nationale et laisser à son successeur un discours du trône, un budget et la suite des événements plutôt que de s'entêter à continuer? M. Legault pourrait, à la place, se consacrer à cette entente avec Terre-Neuve et Labrador qui fait consensus dans son caucus et qui serait un bon coup réalisé à laisser à son successeur. Ouais. Michel, à quel point est-ce que, on l'a dit beaucoup la semaine dernière, c'est le parti de François Legault, c'est la création de François Legault. À quel point est-ce que c'est facile maintenant ou c'est envisageable de faire une transition ordonnée? On n'a jamais fait ça de leadership à la CAQ, là. Alors, on est en territoire un peu inconnu. Oui, mais d'autres partis ont fait des transitions et ça a marché. Je veux dire, c'est pas impossible de le faire. Le danger particulier à la CAQ, c'est que c'est 2 ailes qui ne se feront pas toujours parler, c'est-à-dire une aile plus économique et une aile plus identitaire. Et là, on regarde les 2 candidats qui semblent en voie
de s'annoncer les premiers, c'est-à-dire Mme Fréchette du côté économique et M. Jolin-Barrette du côté identitaire. Ça peut faire des débats intéressant d'une part, mais ça peut faire aussi des débats divisifs dans le parti. Il faudra voir comment ils sont capables de jouer ça. Mais c'est clair qu'il y avait deux ailes dans ce parti-là qui ont trouvé le moyen d'être ensemble pour les grandes questions, mais rendu au leadership, au premier de l'histoire de la CAQ, ça peut aussi créer des divisions. Oui, il y a des risques. Là. J'ai vu, Alec, vous avez réagi. Bien, j'ai hâte de voir, en fait, comment on va gérer la première course à la direction de l'histoire de la CAQ, parce que, historiquement, les membres n'ont pas beaucoup d'importance à la CAQ. Hein? C'est un parti qui a été créé de haut en bas. C'est François Legault qui l'a créé. On choisit les candidats lors des élections. Oui, il y a des congrès là, puis des conseils, là, mais c'est pas un endroit où on débat beaucoup à la CAQ. Alors, il n'y a pas d'historique de membres très impliqués, là, comme au PQ ou au Parti libéral du Québec. Et là, on leur demande de choisir un chef. Et on n'a aucune idée de comment ils se comportent, ces gens-là, parce qu'on les a jamais vraiment interrogés sur, pour eux, c'est quoi la CAQ? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment que la CAQ soit d'un point de vue militant? Parce qu'on leur a imposé un parti. Et donc, j'ai hâte de voir, est-ce qu'ils sont 5 000? Est-ce qu'ils sont 20 000? Est-ce qu'ils vont finir à 50 000 personnes? On ne le sait pas. Est-ce qu'ils sont plutôt de l'aile nationaliste ou est-ce qu'ils sont plutôt de l'aile fédéraliste, plus économique, plus identitaire? On sait ce que François Legault pense. On ne sait pas ce que les membres de la CAQ en pensent vraiment. Ça va être très intéressant aussi de voir comment les membres vont pouvoir s'approprier, pour la première fois en réalité, ce parti-là. Oui, effectivement. L'impact sur le PQ, l'impact sur le PQ, mais sur les autres partis, mais majoritairement le PQ, parce que c'est eux qui sont en tête dans les sondages. Est-ce que ça a un impact sur le PQ, Michel, ensuite Chantal? C'est sûr que ça en a un. C'était facile pour tous les partis d'opposition de dire ce qui ne va pas, c'est le gouvernement Legault. Puis si M. Legault s'en va, c'est sûr que ça a un effet. Est-ce que ça va changer les choses? On verra dans les prochains sondages. Mais les deux candidats pressentis pour l'instant, parce qu'il peut y avoir des changements là-dedans, c'est sûr, sont des ministres du gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas faire des grandes critiques de ce qu'a fait le gouvernement. Alors, pour le PQ, et même jusqu'à un certain point pour les libéraux, la CAQ va rester une entité connue. Il n'y aura pas quelque chose de fondamentalement nouveau, même s'il y a un nouveau chef. Oui. Chantal, cette semaine, il y a des gens qui ont dressé un parallèle avec ce que les libéraux fédéraux ont traversé l'année dernière. Est-ce qu'il est valide, d'après vous, ce parallèle? Toute comparaison a ses limites. Il n'y a pas de Mark Carney dans les coulisses du parti de la coalition Avenir Québec. C'est quoi la différence? C'est pas juste quelqu'un qui a un bon CV au niveau des affaires. C'est quelqu'un qui a l'appui de gens qui sont très influents au sein du parti. C'était ça, Mark Carney. Il n'est pas sorti d'une boîte de popcorn un matin parce que Justin Trudeau a décidé de s'en aller. Il n'y a pas ce genre de personnage. Par contre, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon va avoir la chance de découvrir si son avance dans les sondages est fondée sur autre chose que la seule option de changement possible et à quel prix il va devoir défendre son projet référendaire. Parce que quelque part là-dedans, il y a un appel au drapeau. Aussi bien du côté libéral, on est le Parti fédéraliste, que du Parti québécois qui dit on veut un référendum dans le premier mandat. Alors là, on va pouvoir tester si les Québécois sont encore plus confortables avec la troisième voie. Et avant qu'on continue ce débat-là pendant des mois, je veux juste faire valoir qu'on peut être nationaliste au Québec et être fédéraliste. Et c'est la colle de la troisième voie, c'est ça. C'est qu'on peut tous être des nationalistes sans pour autant être souverainistes. Alors, c'est le test, des gens qui sont à l'intérieur de la CAQ. Est-ce qu'ils pensent que ce modèle-là a encore de l'allure? Est-ce qu'ils ont le goût de travailler de cette façon-là? Ou est-ce qu'ils sentent les appels au drapeau des deux côtés de l'échiquier sur la question nationale? Ouais. Pour l'instant, c'est pas clair pour moi que cet appel-là résonne aussi fortement que le Parti québécois ou les libéraux le voudraient. Devrait-il être inquiet, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, Alec? Bien, inquiet, je ne le sais pas, mais certainement que pour lui, c'est un ajustement important. Je veux dire, il s'apprêtait à affronter un premier ministre usé avec un lourd bilan. On verra qui va le remplacer, mais certainement qu'il va y avoir quand même un peu plus de fraîcheur. Et il va affronter probablement un Charles Milliard, là, à moins d'une surprise là, du côté des libéraux, qui lui aussi offre quelque chose de complètement différent, un changement de génération. Donc, il devient, Paul Saint-Pierre Plamondon, et c'est quand même incroyable de dire ça,
le vétéran, celui qui est là depuis le plus longtemps à la tête de son parti, parce que Rouba-Gazal et Sol Zanetti sont assez nouveaux aussi. Et donc, l'appétit de changement dont parle Chantal, il va s'exprimer comment? Est-ce qu'on va aller vers Paul Saint-Pierre Plamondon? Parce que le PQ a déjà gouverné. Il a donc là un certain avantage, mais les gens pourraient décider que Charles Milliard est plus intéressant, que le nouveau chef de la CAQ aussi est intéressant. Donc, il va devoir s'ajuster parce qu'il n'est plus la saveur la plus fraîche sur le marché politique là, lors des prochaines élections. Alors, de là à dire qu'il est inquiet, peut-être pas, mais c'est certainement un ajustement là, pour celui qui est en tête des sondages. 6 mois en politique, c'est une éternité. 9 mois, c'est une éternité et demie. On verra, on verra ce que ça donne. Je vous amène en Chine, pas vraiment en Chine, mais on va aller jeter un coup d'œil à ce que M. Carney y a dit. Il y était vendredi, après être s'entendu avec Xi Jinping sur une question commerciale. On l'écoute puis on vous revient. Les enjeux clairs pour la coopération entre le Canada et la Chine. Il y a des défis, mais ils sont aussi clairs. Et alors, par conséquent, oui, les relations avec la Chine sont plus prévisibles maintenant que d'autres relations pour le Canada. Quelque chose quand même, Chantal. Là, on parle. Puis la veille, Mélanie Joly avait dit la Chine est plus prévisible que les États-Unis à certains égards. On est rendu là. Est-ce qu'il joue la bonne carte, M. Carney, dans ce voyage? Il joue la seule carte. Il y avait deux choix. Il pouvait aller dire des bons mots en Chine et revenir avec rien, ou il pouvait revenir avec cette entente. Donc, il aurait été accusé de revenir les mains vides et de faire des pirouettes diplomatiques qui mènent jamais à rien. Mais deux, maintenant, il va devoir défendre ce qu'il ramène. Et entre autres, au niveau de l'industrie automobile, on l'a vu, la réaction de l'Ontario, le premier ministre qui dit on sacrifie des emplois canadiens à l'autel des relations avec la Chine et pour sauver le canola, entendons-nous, là, on parle de 3 % ou moins du marché automobile canadien quand on dit 49 000 voitures, et 49 000 voitures à prix réduit, donc qui sont en concurrence avec à peu près rien, parce qu'on n'en offre pas du côté de l'industrie canado-américaine des voitures électriques à un prix raisonnable. Alors, j'ai l'impression, moi, que M. Ford, avec raison, pense qu'il va lui-même tirer des concessions pour l'industrie canadienne en protestant, mais qu'à la fin, et que les Canadiens vont attendre de se faire une tête parce que les gens sont plus sceptiques qu'ils l'étaient vis-à-vis de la Chine. La grande question, c'est jusqu'à quel point est-ce que ça va avoir une influence sur la conversation avec les États-Unis? Parce que là, on l'a senti, décomplexer la position canadienne qui est de dire, ces gens-là n'arrêtent pas de dire, on n'a pas besoin du Canada. M. Trump vient de dire, on veut pas les voitures, on les veut pas, les voitures du Canada. La réponse à ça, c'est, dans ce cas-là, on va aller faire d'autres choses. Ouais. Michel, quelle réponse, quel risque ça représente dans la relation entre le Canada et les États-Unis, tout ça? M. Trump est toujours aussi imprévisible, donc je ne prendrai pas sa décision ou sa réaction de vendredi matin quand il a dit « Ah, il a fait une entente avec la Chine, tant mieux », comme le définitif venant de la Maison-Blanche. Il va falloir voir ce qui arrive dans les semaines et même dans les mois qui s'en viennent. C'est sûr quelque part, dans le plus grand axe de la politique américaine, c'est pas quelque chose qu'ils vont aimer beaucoup. Il y a des gens qui vont être très froissés de ça. Il faudra voir comment ça se rend jusqu'à M. Trump. Mais la réalité des choses, c'est que les Américains, Chantal avait tout à fait raison, là, les Américains peuvent rien dire. Ils ont envoyé promener le Canada, et plus qu'une fois, vous pouvez pas blâmer le Canada de dire je vais regarder ailleurs. Ouais. Alec, comment on réconcilie le fait qu'il n'y a pas si longtemps encore, on disait de la Chine qu'elle était une puissance perturbatrice, on les aimait pas, on n'avait pas de bons mots. Là, c'est nos amis tout d'un coup. Comment on réussit à réconcilier ça, surtout devant les Canadiens quand M. Carney va revenir? Oui, ça fait partie du service après-vente que Mark Carney et ses ministres devront faire. Mais en même temps, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Donald Trump. Et je pense que bien des gens comprennent qu'on n'est plus dans la même situation. Est-ce que la Chine est toujours une puissance perturbatrice? La réponse, c'est oui. Est-ce que la Chine a encore des problèmes avec ses droits de la personne, avec les Ouïghours, les Tibétains, le travail forcé? La réponse, c'est oui. Mais on est aussi, du côté canadien, dans un tout nouvel environnement où notre principal voisin
nous a déclaré une guerre commerciale et dit encore, Trump, cette semaine, on n'a rien besoin du Canada. L'ACO, je la garde pas, je ne le sais pas, c'est pas vraiment important pour moi. Quand on va rentrer dans cette négociation-là, il faut que le Canada ait quelques cartes dans son jeu. Et ça, ces cartes-là, c'est je suis en train de diversifier mes marchés. Vous ne voulez plus, éventuellement, peut-être de notre pétrole parce que vous allez avoir le Venezuela. Grand bien vous en fasse, on aura la Chine, puis on exportera là-bas. Il faut être capable de dire aussi aux Américains de temps en temps, on vous aime beaucoup, on est très dépendant de vous, mais vous n'êtes pas notre seul objectif dans la vie. Alors, si on veut avoir une petite politique étrangère, politique commerciale différente, il faut revenir avec des ententes comme celle-là qui ne plaisent pas à tout le monde au Canada. Bien sûr que ça ne plaira pas à tout le monde, mais il faut être capable d'avoir quelque chose dans son jeu quand on va aller négocier avec les Américains. Sinon, aussi bien dire qu'on leur donne tout ce qu'ils veulent. Puis c'est pas le souhait, je pense, de la majorité des Canadiens. Rapidement, Chantal. Et est-ce qu'on peut encore dire on s'entend mieux avec les Américains parce qu'on partage des valeurs sur le respect de la règle de droit, sur les droits de la personne, sur la liberté, en regardant ce qu'on regarde depuis, en particulier, le début de l'année? On est dans un monde qui a considérablement changé, de toute évidence. Alex, Chantal, Michel, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.